Cette vidéo est réservée aux hommes et aux femmes les plus déterminés, les plus concentrés et ambitieux de cette communauté. Si toi aussi tu préfères l'idée de grandir quoi qu'il en coûte, à celle de pourrir passivement, que tu te considères comme un praticien et non un énième théoricien, alors reste bien jusqu'à la fin. Bel et bien de retour, David Goggins au rendez-vous. Bon visionnage. Est-ce que parfois tu te sens comme obligé de continuer à faire tout ça parce que constamment des gens sont en train de te regarder, t'écouter et s'inspirer de toi? À 100%. Je veux dire, sans ça j'aurais probablement pris ma retraite il y a longtemps. Mais je reçois ces emails de toutes ces personnes et c'est comme si ils vivaient à travers moi. Comme si leur force venait de ce qu'ils savent de ce que je fais. Il y a tellement de fois où je me lève et j'ai envie de me dire, c'est bon, je fais rien aujourd'hui. Et puis je me dis, il y a ce putain de Tommy là-bas. Il y a ce putain de Tommy dans son mail qui me dit que je lui ai sauvé la vie, où il me dit, mec, hier j'ai couru 16 km grâce à toi. Et je me dis, tu sais, beaucoup de gens peuvent vivre ça. Ils peuvent avoir cet effet sur les gens. Et, tu sais, beaucoup de gens motivés viennent ici. Et ils se mettent à raconter toutes ces conneries. Sauf qu'ils ne font plus rien. Ils sont là, ils s'assoient, ils se demandent. Tu sais, ils font leur petite séance de brainstorming sur qu'est-ce qu'on devrait dire aux gens aujourd'hui. Qu'est-ce qui va toucher les gens. Ils vendent leur putain de cul. Mes séances de brainstorming, elles se passent entre les griffes de la vie. C'est quand je suis en guerre contre moi-même, en train de grandir. Et c'est de là que vient tout ce que j'ai pu apporter au monde. Tout vient de là. Je parle de ce concept que j'ai nommé « performer sans but ». Et tellement de gens ont besoin d'avoir une course en face d'eux, un objectif. Genre, j'ai besoin d'avoir une course en face de moi. J'ai besoin d'avoir quelque chose devant moi pour me pousser à bouger mon putain de cul et faire ce qui est nécessaire. Tout le monde recherche ce truc, ce but incroyable. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est gagner une somme d'argent? Est-ce que c'est fonder une famille? Enfoiré, le but c'est toi-même. On oublie ça. Chaque matin je me réveille et je n'ai pas envie de faire ce que j'ai à faire. Sauf que je me dis, ok mec, est-ce que t'as envie d'être une salope aujourd'hui? Est-ce que tu veux te sentir comme une salope? Est-ce que t'as envie de traverser toute ta journée en sachant que tu pourrais mais que tu ne le fais pas? Donc il s'agit de performer sans le moindre but. Tu dois apprendre à te lever et à performer. Même quand tu n'as pas ton petit 5 km, ton petit 10 km, rien. Quand rien ne se trouve en face de toi et que ta vie est un désastre. Quand la vie t'a martelé, que tu te retrouves au fond du trou. Mais devine quoi, enfoiré? Tu te lèves et tu le fais quand même. Parce que quand ce moment viendra, et ce moment viendra, quand cet objectif sera là, tu seras prêt. Mais la plupart d'entre nous ne sont jamais prêts parce que nous ne savons pas comment performer sans même avoir cette putain de carotte dorée devant les yeux. Et donc on se retrouve coincé. Tu sais, ce fameux moment de soulagement, quand tu t'embourgeoises, il finit par complètement disparaître. Mes moments de soulagement, c'est quand je suis là genre, oh, j'ai couru 30 km aujourd'hui, puis après je suis allé à la salle de sport, j'ai fait ceci, j'ai fait cela aujourd'hui, j'ai étudié aujourd'hui. Maintenant je vais avoir droit à 8 heures de sommeil. Et ces 8 heures de sommeil sont glorieuses pour moi. Et chaque jour tu recommences, et chaque jour tu le mérites. Donc chaque jour quand tu te réveilles, ça craint. Sauf que quand c'est fini, tu te sens mieux. Ça craint, et tu te sens mieux. Et au fur et à mesure que tu avances, à chaque pas que tu fais dans ce voyage, t'es là tu te dis, pour moi par exemple, courir, je cours tous les jours, je déteste ça putain. Mais à chaque fois que je le fais, je suis là genre, ok enfoiré, t'as encore battu le démon aujourd'hui. Les gens pensent que mes genoux se sont abîmés à force de courir. Et ils ont tort. Je ne suis pas né avec un alignement de corps parfait. Une super santé, tu sais, non, moi je suis arrivé avec la drépanocytose, toutes sortes de problèmes. Je suis arrivé avec toutes sortes de problèmes de santé. Mon corps a toujours été foutu. Donc, j'avais un choix à faire. Tu te dis, ok, là ça fait mal. Je pourrais juste m'asseoir et ne rien faire. Ou alors je pourrais bouger mon putain de cul et voir jusqu'où le corps humain est capable d'aller. Donc, au cours de ce voyage, alors que je commençais à me concentrer de plus en plus sur mon esprit et à réaliser que, même si je suis capable de faire ce que je fais, mon esprit devenait plus fort que mon corps, donc même si elle était affreuse, je fais ça depuis tellement longtemps que c'est comme si c'était devenu ma nouvelle norme. Genre, ok, mes genoux me font mal, rien à foutre. Et c'est littéralement une compétence que j'ai acquise. C'est que je suis toujours en train de me préparer à ne pas être une salope. Beaucoup de gens en arrivent à un point où, par exemple, si Jennifer
ne peut pas faire quelque chose, si elle ne peut pas aller courir ou autre, ils se disent que quelque chose ne va pas. Même un détail, mais ça va les déranger. Je suis arrivé à un point dans ma vie où j'ai réalisé que c'est la vie. Et donc je passe à autre chose très rapidement. Les gens me demandent « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire David si tu ne peux plus courir ?» Enfoiré, je vais nager. Ou je vais aller à l'université, ou je vais faire autre chose. Je m'arrête pas à ça. Donc je suis très conscient de la rapidité par laquelle la vie peut te soustraire ce que t'as de plus précieux. Et je prépare constamment mon esprit au prochain chapitre. Et donc ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'ai commencé à faire ce truc de préchargement. Quand j'étais jeune, j'étais littéralement un petit merdeux. Tu sais le genre de mec à dire « Oh putain, je suis pas assez bon, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça ». Mais dès que j'ai sorti ma tête de mon cul, j'ai rapidement réalisé « Bordel, je peux accomplir beaucoup de choses si tu commences à sérieusement bouger ton cul, à faire ce que tu n'as jamais fait et devenir ton propre coach. » J'ai commencé à précharger quelque chose. Et les gens me disent « Oh mon Dieu, mais t'as fait tellement de choses, tu n'as que 47 ans. » C'est parce que j'ai été conscient que la vie ne me donnerait rien gratuitement. Par exemple, mon CV militaire est bien rempli. J'ai fait beaucoup de choses dans l'armée. J'ai fait beaucoup de choses en dehors de l'armée. J'ai gagné de l'argent, j'ai participé à presque toutes les courses les plus difficiles au monde. J'ai battu le record du monde de traction, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, quand ces mauvais moments arrivent, et pas seulement ça, mais aussi quand tu te bouges le cul pour réaliser beaucoup de choses, que tu te casses le cul maintenant pour pouvoir en profiter plus tard, tu prends un risque en faisant ça. Tu sais, tu ne vivras peut-être pas assez longtemps pour pouvoir en profiter. Mais si c'est le cas, et que tu t'es cassé le cul quand tu en étais capable, que tu as été capable de te lever tôt tous les jours et de bosser comme un psychopathe, si tu précharges correctement au début de ta vie, la deuxième moitié de ta vie, tu auras tout ce que tu veux. Et c'est ce que j'ai fait. Dès que j'ai réalisé, mec, tu es une petite merde. Il faut qu'on se bouge le cul parce qu'à 47 ans, mec, on pourra plus rien faire de tout ça. J'ai préchargé tout ça. J'ai l'argent dont j'ai besoin, j'ai le succès dont j'ai besoin, j'ai la détermination, la volonté, la fierté de moi-même. Et quand je me réveille chaque putain de matin, je sais qui je suis. J'ai préchargé tout ça parfaitement. C'est pour ça que je me fous complètement de ce qu'on peut dire sur moi. Les gens ne comprennent pas ça. Ce n'était pas comme un travail à temps partiel. Mec, quand tu t'es impliqué, comme Kobe Bryant par exemple. Quand Kobe a pris sa putain de retraite lors de son dernier match, qu'il a marqué genre 60 points ou un truc du genre, et qu'il a quitté le terrain, il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas dit « Mon Dieu, ce sport va me manquer, comment je vais faire ?» Il est parti. Il a donné tout ce qu'il avait en lui. Mec, quand tu t'impliques comme moi je me suis impliqué, et qu'après t'as des connards qui viennent te dire « Ouais, mais va te faire », tu n'as aucune putain d'idée de ce dont tu es en train de parler. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. J'ai donné absolument tout ce que j'avais. Les gens qui te disent « Oh mais t'as tellement donné, tu continues de courir alors que t'es blessé, t'es là avec des bandages sur tes tibias, blabla, t'as subi 2 opérations du cœur et tu continues. » Ouais, bien sûr que je continue. J'ai un putain d'endroit où aller. J'avais un putain d'endroit où aller et j'y suis arrivé. Et quand t'as tous ces enfoirés qui viennent te dire « Tu devrais faire une pause maintenant. T'es tellement abîmé, mais tant que mes genoux fonctionnent au moins encore un petit peu, je dois courir. » Et puis après, t'as des poignées de médecins qui viennent te dire « Monsieur, si vous continuez à courir, peut-être que vous ne pourrez plus jamais marcher de votre vie. » Ça me donne peut-être une excuse pour ne plus rien faire, mais tant que je n'ai pas la meilleure excuse possible du monde, je dois le faire. J'ai donné tout ce que j'avais, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour être qui je suis. Et quand on donne tout, qu'on fait tout ce qu'on peut, on n'a aucun regret. Les gens ne m'ont pas compris, ils ne me comprennent toujours pas. J'en ai rien à foutre. Je sais exactement ce que je fais, je ne suis pas masochiste, je ne suis pas fou. Les gens essaient constamment de me cataloguer, de me mettre une étiquette. Non, j'avais une putain de mission à accomplir. J'ai étudié l'obscurité. Tu ne trouves aucune putain de réponse dans la lumière. Aucune. C'est trop joyeux, c'est trop beau. Et nous n'avons pas besoin que l'on nous apprenne à vivre dans le bonheur. Ça se fait naturellement. Mais qu'en est-il des moments sombres ? Et ça, tu ne peux pas l'apprendre sans t'y envoyer toi-même. De toute manière, la vie vous y mènera. Mais lorsque vous créez délibérément ces moments sombres, c'est pourquoi aujourd'hui les gens me disent « Mec, mais tu ne pouvais ni lire ni écrire au lycée. Comment es-tu capable d'écrire comme ça, mec ? Enfoiré !» Je me rends dans de tels endroits, dans mon esprit, et j'étudie les ténèbres. Comme si ce n'est pas juste physique. Quand j'étais enfant, et que je voyais ma mère se faire battre par mon père, que je me faisais battre, et que j'étais un petit gamin bègue, noir dans une école entièrement blanche, que je passais au tableau et que je devais dire une seule ligne.
une seule ligne devant 15 putains de personnes, et que je me mettais à pleurer parce que j'avais peur de bégayer, toutes ces insécurités, toutes ces choses. Je rentrais chez moi, je me disais une fois de plus en pleurant, mon Dieu mec, je suis complètement foutu. Tout est foutu, En prenant de l'âge, on doit étudier tout ça. La seule façon de s'en sortir, c'est d'étudier ce truc-là. Donc chaque fois que je passe par une période sombre, et que les choses s'écroulent autour de moi, que ce soit physiquement ou juste dans la vie, j'observe tout ça avec un putain de stylo et une feuille de papier. Et je me dis, ok, ça craint ce qui se passe. J'ai l'impression de perdre la tête dans ce merdier. Étudions-le, sortons de ce merdier en tant que génie. J'ai commencé à étudier la matière noire de l'esprit. Je suis en voyage dans mon propre esprit. Comme t'as dit, tu n'aurais pas pu mieux dire. Tellement de gens ne comprennent pas ça. Et j'en ai rien à foutre, mec. Tu ne peux pas... Pour moi, je ne peux pas aider les gens. Les gens racontent tellement de conneries. Or, la discipline, se lever tôt, prendre une douche froide, faire du sport, ceci, cela, ce ne sont que des conneries. À moins peut-être qu'ils prennent en compte la pièce manquante. Ce que tous ces mecs ne vous apprennent pas, c'est que nos esprits sont comme des putains de garages. Et si tu ouvres un garage, et que c'est complètement le bordel, qu'il est rempli de conneries, que tu ne peux même pas te déplacer à l'intérieur, un bordel pas possible, que tu ne peux pas y mettre ta voiture, il y a tout et n'importe quoi dedans, des jouets pour enfants, tout ce que tu veux. Mais si tu ranges ce putain de garage, et que tu remets toutes ces choses à leur place, alors tu pourras y mettre une voiture, tu pourras y mettre 2 voitures, y mettre des vélos. C'est exactement pareil avec l'esprit. Les gens parlent de discipline, de détermination, de répétition, toutes ces conneries, de régularité. Mais la raison pour laquelle les gens rechutent si souvent, c'est parce que leur esprit est complètement désordonné. Il n'y a pas de place dans leur esprit pour la discipline. Il n'y a pas de place dans leur esprit pour la régularité. Peut-être qu'ils pourront le faire 1 ou 2 fois. Mais ensuite l'esprit reprend le dessus, et ce garage encombré rejette ces nouvelles idées. C'est comme un disjoncteur, et notre esprit fonctionne comme ça. Votre esprit est foutrement encombré, et j'en parle dans mon dernier livre. Il faut faire de la place dans son putain d'esprit. Ensuite, tu auras de l'espace pour ajouter de la discipline, pour te lever tôt, pour faire toutes ces choses, parce que toutes ces choses ont un sens. Mais on ne peut pas accueillir toutes ces choses tant que notre esprit est rempli de cette matière noire qui nous empêche de faire le vide dans ce garage mental. You don't know me, son! Chaque fois que je suis dans une mauvaise situation, je l'étudie. Et c'est la seule raison pour laquelle j'arrive à expliquer ça aux gens de cette manière. Je n'avais jamais pensé que j'allais finir par écrire des livres et essayer d'aider les gens à aller mieux. Mais je l'ai toujours fait pour moi-même, parce que je savais que j'étais misérable. Et donc, quand tu sais que tu essaies d'arriver quelque part, mais qu'en même temps tu sais que t'es misérable, que tu penses que tu es fondamentalement un moins que rien, eh bien, tu captures des photos mentales de ce qui t'arrive. Genre exactement comme tu pourrais être sur ton téléphone et te dire « Oh, je prends une capture d'écran de ce truc-là. Je vais enregistrer cette image pour l'avoir sur mon putain de téléphone. » Eh bien, je le fais dans mon esprit. Donc, quand je me trouve dans ces moments où je me dis « Putain, ok, waouh, c'est vraiment une sacrée bonne connaissance ce que j'ai là. » J'en fais une capture d'écran mentale. Parce que je sais que je pourrais l'utiliser plus tard. Je pourrais revenir dessus et l'utiliser plus tard. Parce que je ne serai plus ici. C'est tout. La plupart des gens, quand ils sortent et qu'ils courent, ils sortent et ils sont là, genre, les paysages, la beauté du décor. Regardez ces montagnes, qu'est-ce que c'est beau. Ça en vaut la peine. Non. Je n'aime pas ça. Je suis brisé. Comment vais-je sortir de ce merdier? Et c'est comme un putain de... C'est comme un laboratoire. C'est mon laboratoire mental. Et donc, quand je rentre à la maison, je n'oublie pas tout ça. Chaque jour où je finis de courir, chaque jour où je finis de m'entraîner, chaque jour où j'ai fini d'étudier, ou quoi que ce soit qui m'amène à ce lieu de connaissance, je rentre à la maison et ce livre a été écrit en majorité
sur des bouts de papier griffonnés à la main. Donc je rentre de ma course et je pose tout sur papier. J'écris tout ce qui m'a traversé. J'écris toutes ces choses. Et pendant que je cours, je me parle à moi-même. Donc toutes ces choses qui me viennent à l'esprit pendant que je continue de courir, je les passe en revue. Et je commence à les mettre en ordre. Je commence à les décomposer. Je me dis, ok, ceci est arrivé, ok, je m'en suis sorti de cette manière, ok. Donnons une forme à tout ça. Parce que ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas... J'essaye de trouver ce qui m'a conduit à tout ça. C'est exactement comme si j'étais à l'école dans ma tête. Que j'étais à la fois le professeur et l'élève. Et à chaque fois que je rentre, je fais un exercice d'écriture. Je pose tout sur papier, je le mets en ordre. Je lui donne une direction, une forme. Jusqu'à arriver au point où je réalise, ok, c'est sacrément puissant ce truc-là. Je sais que ça va m'aider plus tard. Et après, ça devient ce que c'est maintenant. Mais le problème c'est que la plupart des gens écrivent des livres depuis leur position actuelle. Ils écrivent de là où ils sont. Ils ont une putain de belle vie. Et ils écrivent depuis cette belle vie. Et ils s'adressent à des gens qui n'ont pas cette vie. Je n'écris pas de cet endroit. J'écris toujours de l'endroit qui a créé qui je suis. Je retourne à cet endroit. J'appelle ça le retour à zéro. Je ne peux pas écrire depuis la position du David Goggins actuel. Parce que le David Goggins actuel est une personne à succès. Et les gens veulent réussir à... Ils veulent ressentir ce que le succès peut représenter pour eux. Ils veulent ressentir ça. Donc je ne peux pas écrire depuis la position du David Goggins qui a réussi. Je dois écrire depuis la position du David Goggins qui était en train de se dire « Putain, je ne me sens vraiment pas bien dans ma peau. » Et chaque jour je traverse ce voyage. Donc voilà d'où ça vient. Ça vient de mon point de départ. Tous ces enseignements, toutes mes connaissances viennent de ce point de départ. Là où la vraie croissance était... La vraie croissance, tu ne peux pas l'enseigner quand tu es enlisé dans une position de succès. Parce que là, il n'y a plus de croissance. Ou alors, une infime croissance. Mais est-ce que tu te souviens, quand tu essayais de devenir le Joe Rogan d'aujourd'hui, comment était ta croissance à ce moment-là? Une tonne de croissance, d'apprentissage, d'action, de remise en question. Donc je revisite toujours ça. C'est pourquoi je suis maintenant un putain de pompier forestier à côté. Pourquoi je suis un putain de pompier forestier? Je n'ai pas besoin de faire cette merde. Pas du tout. Mais je ne peux rien apprendre de là où je suis maintenant. Il n'y a pas de connaissances ici. Les connaissances se trouvent dans cette putain de boue, cette saleté. Donc c'est là-bas que je vais, et c'est là que j'apprends. Je retourne toujours aux fondamentaux. Je retourne toujours en première année. Mais alors dans quelle mesure cela est-il lié à la réalisation d'exploits physiques? Parce qu'il y a une certaine forme de lutte physique que tu traverses constamment, en particulier dans ce dans quoi tu excelles, qui est ce travail d'athlète d'ultra-endurance. Il y a un aspect mental et physique qui se produit lorsque les deux sont réunis, et cet aspect se retrouve dans rien d'autre. Par exemple, tu peux faire un travail d'introspection intense, et ce travail est difficile, c'est même très difficile, et je suis sûr que tu peux apprendre beaucoup de choses de ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce foutu travail d'endurance que tu fais. Il n'y a rien au monde que je puisse obtenir de... Disons que, par exemple, la Moab 240. 62 heures. C'est infernal. C'est juste... Sur des genoux explosés. Sur des genoux explosés. Littéralement, quelques jours avant la course, je suis allé me faire drainer les genoux. Avant la course. Donc, t'as toujours ça en tête. Je veux dire, c'est pas comme si je me présentais à la ligne de départ en me disant « Oh, ça va être génial. Ça va être une sacrée expérience. Je vais bien m'amuser ici. » Non, je suis en train de me dire « Je vais aller faire drainer mes putains de genoux. » Genre, je suis en souffrance, au kilomètre zéro. Et ça colonise ton esprit. Et tu repenses au fait que j'ai 386 km en face de moi. C'est pour ça que j'aime autant les sports d'endurance. Je les aime et je les déteste. C'est une relation d'amour et de haine. 62 heures. J'assimile ça à 7 ans de vie. Tu peux pas faire ça autrement. Donc, ce que l'ultra m'apporte, c'est que ce sport concentre la vie, condense l'expérience.
je ne peux pas vivre plusieurs vies. Je ne peux pas. Parce que les connaissances que je dois acquérir pour cette vie que je vis aujourd'hui, j'aurais besoin de 2 ou 3 ou 4 vies pour arriver là où je veux aller. Les ultras me les donnent en haute définition très rapidement. 62 heures, tu vas là-bas, tu souffres du début à la fin. Et quand tu reviens de ça, oh, ça a duré 62 heures, mais j'ai gagné 7 ans de connaissances. Les hauts, les bas, la douleur, la souffrance, tu apprends à décomposer d'une manière. T'es là genre, ok, je suis au 160e kilomètre. Comment je vais me démerder pour arriver au 188e kilomètre? Et tout devient... Tu apprends tellement de choses en si peu de temps. Et rien au monde ne peut te permettre de faire ça aussi bien. À comment te pousser à ton extrême limite. Les gens ont du talent. Les gens ont beaucoup de talent. Mais l'ultra va bien au-delà du talent. Donc, quand il n'y a plus de talent, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens abandonnent. Les gens ne se rendent qu'à leur niveau de talent. Et une fois que votre niveau de talent est épuisé, un jeu mental s'installe alors. Et la plupart des gens ne peuvent performer qu'à la hauteur de leur talent. Et ensuite ils se demandent, mec, pourquoi j'y arrive plus? Genre, pourquoi j'ai l'impression de stagner, de ne rencontrer plus que des obstacles? C'est parce que tu te bats qu'avec ton talent. Et après ça, ton esprit n'a plus rien pour toi. Plus rien pour toi. Je vois des combattants, je vois des coureurs, je vois des gens qui sont extraordinaires. Mais dès qu'ils arrivent à la limite de leur talent, ils sont là genre, putain mec, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe mon gars, c'est que tu es arrivé au point où ton talent ne te mènera pas plus haut. Maintenant on entre dans le jeu mental. Et c'est là que les gens se perdent dans la vie. C'est là que les gens n'atteignent pas le niveau suivant. Et pour moi, ce niveau suivant se trouve dans les choses que je fais. Et c'est pour ça que je suis incompris. Et il n'y a rien de positif là-dedans. Sauf que quand on entraîne son esprit comme je le fais, on est juste prêt. Parce que pour commencer, je n'avais pas beaucoup de talent, si ce n'est aucun. Alors j'ai très rapidement dû entraîner autre chose. J'ai réalisé, tu ferais mieux d'entraîner ton putain d'esprit. Parce que tes réserves de talent vont très rapidement s'épuiser. Et quand les choses devenaient compliquées pour moi à l'époque, mon réflexe était de me dire c'est bon, j'abandonne. Je me retire. Ok, je dois inventer un homme qui est capable de continuer. Alors j'ai créé Goggins. J'ai inventé un enfoiré qui a réalisé nous ne sommes pas assez bons. Sauf que Goggins s'est rendu mentalement inarrêtable. Et il a comme passe-temps favori de décapiter ses propres démons. L'autre chose avec les gens qui ont un problème de talent, c'est qu'ils sont difficiles à entraîner. Ils sont difficiles à pousser. Si tu es leur entraîneur, et que tu essayes de leur faire comprendre, que tu essayes de les aider à surmonter ce problème de talent qu'ils ont, tu dois les amener au point. Tu les amènes dans cette zone mentale. Parce que tu dois les faire dépasser leur talent. Et c'est difficile pour les entraîneurs de prendre ces combattants, ou qui que ce soit, et les faire surpasser leur talent. Parce que c'est seulement de l'autre côté qu'ils atteignent de vrais niveaux de maîtrise. Les niveaux qui se trouvent au-delà du talent, c'est là que tout se passe vraiment. Parce que si tu es capable d'emmener un gars dans les profondeurs de son mental, l'amener à plonger là-dedans, qu'il est ok avec ça, et qu'il fait toujours preuve d'une immense résilience, c'est terminé. C'est terminé, mec. Quand il peut vivre dans les profondeurs, qu'il y vit et qu'il s'y épanouit, c'est terminé. Il faut être entraîné pour le faire. Il faut s'entraîner pour ça. Parce que quand ce moment arrive, tu réalises immédiatement, ok, je suis qualifié pour les profondeurs. J'ai ma putain de certification pour les profondeurs. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que tu parles du moment où, même si tu es clairement qualifié pour les situations extrêmes, il est arrivé un moment où tu n'avais pas été dans des situations extrêmes depuis un certain temps et tu as réalisé que tu devenais doucement un sauvage à temps partiel. Et c'est fou parce que tu le reconnais toi-même, même si tu connais tes capacités, que tu connais ton histoire, que tu sais de quoi tu as été capable par le passé, tu réalises ouvertement que tu n'étais plus forcément comme avant parce que tu n'y es pas retourné depuis un certain temps et que tu dois donc y retourner. Ce qui est drôle avec ce concept de sauvage à temps partiel, c'est que je me suis complètement démasqué. Parce que c'est la vérité. Tout est devenu sympa. Tu te lèves le matin, petit déj sympa, Le succès, ce foutu succès, milkshake protéiné, des habitudes matinales, et
j'avais arrêté d'avoir ces conversations difficiles avec moi-même. Mon gars, toute ma vie, je me réfère souvent à 8 Mile, parce que je suis intransigeant avec moi-même. Si je suis intransigeant avec moi-même, tu ne pourras jamais m'atteindre. Je me fous complètement de ce que tu penses à propos de moi, je me fous complètement de ce que tu dis, parce que tu ne seras jamais aussi dur avec moi que je le suis déjà avec moi-même. Chaque matin je me réveillais, et tout de suite, aucun fourré. J'appelle ça ma réunion matinale. Aujourd'hui on vit dans un monde où les réunions c'est toute la journée. Tu sais, quand tu travailles dans une entreprise, que tu travailles pour quelqu'un d'autre, ils sont là, ils organisent des réunions pour parler de la réussite future. Donc ils s'assoient tous autour d'une table, et ils discutent à propos de comment faire plus d'argent, comment avoir plus d'impact. Mais les gens ne font pas ça pour eux-mêmes. Donc chaque matin quand je me réveille, c'est ce que j'avais l'habitude de faire. Et comme je le dis dans mon livre, il a fallu que je m'y remette. Parce qu'au bout d'un moment, j'étais redevenu une petite salope. Donc la réunion matinale commence. Ok Goggins, où est-ce que tu as merdé hier? Où étais-tu? Et je passe en revue, et j'analyse ma vie. Et puis j'ai traversé une période où j'avais arrêté d'avoir ces conversations avec moi-même. Tu sais, genre, disons que toi et ta femme sortez un soir, et disons que, juste, j'invente une histoire. Toi et ta femme sortez, et sur la route, tu croises ton cousin, et tu te rends compte que ton cousin est devenu putain d'obèse. Et je ne sais pas si c'est le cas, j'espère pas. Si c'est le cas, je m'excuse, peut-être. Donc vous sortez et vous croisez ton cousin, et il est foutrement en surpoids. Puis tu continues avec ta femme et vous vous dites « Putain, t'as vu comme il a grossi ?» C'est ce que nous faisons. Nous fuyons ces conversations difficiles, alors que la vérité c'est qu'il a pris du poids. Ce n'est pas une bonne chose pour lui, et seule la vérité pourra le soigner. C'est ce que je fais avec moi-même. Il y a beaucoup de gens que nous voyons à longueur de journée. On les voit. Mais nous n'abordons jamais cette conversation difficile avec eux. On se contente de faire comme si de rien n'était. Je préfère que tu me détestes, mais que tu ailles mieux, plutôt que tu m'aimes, mais que tu restes le même. Et c'est ce que je ressens pour David Goggins. Enfoiré, je préfère me détester. Je te déteste, Goggins. Mais tu me rends meilleur. Tu rends ma vie meilleure. Et je suis comme ça avec mon entourage, et ils le savent très bien. Si tu es dans mon entourage, et que tu es en train de devenir une merde... viens par là, mon gars. Laisse-moi te parler un petit peu. Les gens n'aiment pas ça. Les gens détestent ça. Sauf que je ne vais pas te laisser aller quelque part dont il te sera difficile de sortir. Ce sera très difficile si je te permets de prendre encore 2 kilos, de prendre 4 jours de congé supplémentaires, ou de continuer à procrastiner ta putain de vie, que je le vois de mes propres yeux, et qu'après je vais le dire à Jennifer dans ton dos. Je ne te rends pas justice en faisant ça. Vraiment pas. Et pourtant dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut rien dire. Moi si. Je dis les choses et je les dirai toujours. Ne m'aime pas, ça me va. Plus c'est difficile, plus les gens commencent à résister. Et plus les gens résistent, plus c'est le chaos sur Terre. Aujourd'hui, dire à quelqu'un qu'il est gros n'est pas bien vu du tout. J'étais gros. C'est pour ça que j'en parle. Vas-y, dis quelque chose enfoiré. Moi aussi j'étais gros. C'était vraiment dur de se lever tous les jours. Je sais ce que ça fait. Quand tu sors ton gros cul du lit et que tout ce que tu veux, c'est des putains de brioches au chocolat et toute cette merde. Un putain de milkshake au chocolat, je sais ce que c'est. Je sais exactement ce que c'est. Mais je ne peux pas le vouloir plus que toi. Et tellement de gens veulent juste le chemin le plus facile. Et donc ce qu'ils commencent à faire, c'est qu'ils construisent un récit, selon lequel c'est ok. Alors que le bon récit est celui selon lequel tu dois travailler foutrement plus dur. Tu dois mieux discipliner ton esprit. Nous devons aider les gens plus qu'en leur disant simplement que c'est ok. C'est ok que tu ne sois pas prêt à t'aider toi-même. Ce n'est pas ok. Ce n'est pas acceptable. Même si c'est ta vie et que tu penses que c'est acceptable, ce n'est pas acceptable. Et il y a beaucoup de gens dans ce monde, moi y compris, qui, si j'acceptais ça, ne seraient nulle part. Tu dois toujours être prêt. Toujours. Ne jamais avoir besoin de te préparer. Les gens me demandent « Oh, pourquoi est-ce que tu t'entraînes, David ?» Je m'entraîne pour rien. Je m'entraîne pas pour quoi que ce soit. Sauf que quand quelque chose se présentera à moi, je serai prêt. Ou ces gens qui me disent « Mec, comment est-ce que tu gères l'échec ?» J'échoue constamment. Je suis constamment en train d'échouer. Et ils me demandent « Comment est-ce que tu gères l'échec ?» Ce que j'essaie de faire, et ce n'est pas de l'arrogance, mec. C'est juste la vérité. Et très peu de gens essaient de le faire. Peu de gens arrivent à le faire. Et ces mêmes gens ouvrent leur bouche et me critiquent lorsque j'échoue. Parce que j'essaye de faire des choses que la plupart des gens sur cette terre ne feront jamais de leur vie. Mais je ne considère pas l'échec comme un échec. Je considère l'échec comme
Une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième tentative. Je les considère comme des tentatives. Je ne considère rien comme un échec. Ne pas essayer est un échec. Ce ne sont pas des échecs, ce sont des tentatives. Quand tu essaies de faire quelque chose qui est plus grand que toi, quoi que tu sois, qui que tu sois, si tu es paralysé et que tu essayes de faire un pas et que tu n'y arrives pas, tu n'as pas échoué, enfoiré. C'était juste ta première tentative. Parce que si c'est ce qui t'importe le plus, c'est comme ça que ton esprit doit réagir dans tout ce que tu fais. Donc je ne vois pas ça comme... L'échec est un grand mot qui démoralise les gens. Et nous accordons tellement de pouvoir aux mots. Pas moi. Je leur retire tout leur pouvoir. Je n'échoue pas, j'essaye, et je recommence. Je n'ai pas échoué, j'ai essayé, et je vais recommencer. Les gens détestent ça. Moi j'adore ça. Et la raison pour laquelle les gens détestent ça, c'est juste ma propre théorie. C'est parce qu'ils ne l'ont pas encore vaincu. Voilà pourquoi. Les gens me demandent, mec, mais pourquoi est-ce que tu es si ouvert et vulnérable en public? J'avoue absolument tout sur ma vie, j'ai menti, j'ai triché, j'ai merdé. J'avoue absolument tout, je suis un putain de livre ouvert. J'en ai rien à foutre. Et la raison pour laquelle j'en ai rien à foutre, c'est parce que je l'ai surmonté. Je l'ai vaincu. Donc je suis prêt à en parler. La plupart des gens ne sont pas prêts à aller dans cette obscurité, cette vulnérabilité, parce qu'ils sont encore en train de se faire grignoter par ces trucs-là. Quand les gens surmontent leurs problèmes, ils deviennent des putains de livres ouverts. Parce que ils sont fiers. Ils sont putain de fiers. C'est pour ça que je parle comme ça, mec. Les gens me demandent pourquoi est-ce que tu cries tout le temps? Va te faire. C'est comme ça que je parle, salope. Parce que je suis fier, enfoiré. Et ce n'est pas la fierté du genre regardez-moi. Non, enfoiré, c'est que je sais d'où est-ce que je viens, bordel. Je ne devrais pas être ici en ce moment. Être ici en train de te parler. J'étais un putain de gars pitoyable. Je suis fier de moi. Et donc je peux te le dire sans problème. J'étais misérable. Et je me suis complètement réinventé. Si tu es resté jusque-là, j'ai une annonce pour toi. J'organise cet été les 2 prochaines classes de mon stage de transformation. Si tu sens avoir besoin d'un électrochoc, d'un déclic qui bouleverse ta vie, réserve ta place et rejoins-nous sur le terrain pour bientôt l'un des moments les plus fous de toute ta vie. Choisis ton format parmi les 4 durées proposées. 6 heures, 12 heures, 24 heures et 48 heures. 6 heures, c'est une initiation. 12 heures, c'est une bonne claque. 24 heures, c'est une révélation. 48 heures, une résurrection. 2 classes, une pour les hommes et une pour les femmes. La classe 9 masculine se déroulera le week-end du 18 juillet et la classe 2 féminine se déroulera le week-end du 15 août. Déjà plus de 250 candidats ont vécu l'expérience au cours des 2 dernières années. Si tu te le demandes, j'ai créé cet événement dans le but de permettre à n'importe qui de se métamorphoser mentalement au travers d'un programme impitoyable, pour ensuite réaliser tout ce qu'il ou elle a toujours voulu réaliser dans sa vie. Pour remercier les plus fidèles qui sont toujours devant cette vidéo, bénéficiez de 10% de réduction sur le billet d'entrée avec le code RÉSURRECTION en majuscule. Valable seulement jusqu'au 6 avril. Découvre cet univers en cliquant sur le premier lien en description et réserve ta place pour passer radicalement un palier dans ta vie. Tu l'auras compris, on va droit au but. Je te promets de beaucoup souffrir, mais je te promets aussi de beaucoup grandir. Retrouvez également en description toutes les plateformes de The Résurrection, la chaîne YouTube officielle et tous les réseaux sociaux pour être tenu au courant de toutes les nouveautés en direct. Merci pour votre attention, prenez soin de vous, et d'ici là on se donne rendez-vous au prochain épisode. Assez effrayé, parce que je sais pas à quoi m'attendre. J'ai essayé de faire le mieux, je viens de Belgique, donc c'était assez dur le trajet. Je cherchais mon plein potentiel. J'ai envie de débloquer des choses dans ma tête, je trouve que j'avance pas dans ma vie en fait. Je me rends pas compte de ce que ça va être, mais c'est pour me prouver que je peux vraiment accomplir des choses de fou. Je suis hyper content d'être là. J'ai hâte de fou malade. Je pouvais pas pour le camp 2, je pouvais pas pour le camp 3. Là, camp 4, aucune excuse, j'ai vu la vidéo sortir, j'ai pris mon ticket direct. Je veux me rassurer de voir qu'il y a des gens comme moi et ces gens-là, je les connais même pas. Et je me dis, il y a de l'espoir dans ce monde. Et franchement, ça fait trop plaisir de pouvoir rencontrer enfin Yannick. On a l'habitude de prendre des douches froides, mais je pense que le bain, c'est autre chose. Hein.
Alors j'ai eu peur. Ça fait un mois que je me chie dessus, c'est clair. On va souffrir, on va chialer peut-être, j'en sais rien, mais franchement j'ai trop hâte. Vraiment. Je recherche à rencontrer déjà Yannick. Beaucoup d'excitation, beaucoup de stress, mais surtout du stress à l'idée de le rencontrer. En fait, j'espère, comme dit Yannick, renaître de ce camp, donc je compte beaucoup dessus. Moi, j'aimerais beaucoup remonter l'estime de soi, avoir plus confiance en moi et me sentir plus capable de faire les choses de par mon passé et des épreuves que j'ai eues récemment. Qu'est-ce que je veux débloquer? Le regard des gens. Un petit sentiment de peur, d'adrénaline, À la fois de l'excitation, à la fois de la peur, un peu tout quoi. Mais je sais que ça va être incroyable. J'angoisse un peu parce que même si je suis un pratiquant de sport, je sais que ça va être énormément mental. Parfois, je sens que je ne vais pas au bout de moi-même. Ce camp, j'espère vraiment qu'il va m'aider dans le sens à être plus discipliné, à ne pas compter sur la motivation. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans ce camp? Sortir encore plus de ma zone de confort, progresser. Je dirais pas que je suis confiante, mais je dirais en tout cas que je n'ai pas peur. « 3h du mat, 4h du mat, je pense que c'était chaud. Et je suis hyper content d'être arrivé à la fin. Vraiment hyper content. C'est là, tu vois, là j'ai de la gratitude pour moi, la fierté, juste envie de pleurer de gratitude, Yannick. Vraiment. Le symbole de ta victoire ce week-end. Merci. Merci, Yannick. Alors pour moi, c'est le week-end le plus dur de toute ma vie, concrètement. C'est vraiment des jours qui m'ont achevé, qui m'ont poussé au-delà de mes limites. Je pense qu'après ça, je me sentirai beaucoup plus forte. Et c'est même pas je pense, c'est sûr. Je le sens déjà. Donc ça m'a permis de me rendre compte que j'étais une femme très forte et que je vaux plus que certaines paroles ou certains mots. C'est la première remise officielle. Merci. Ça va réussi ce que tu veux. Tu as réussi. Pas ton nom. Merci. Comme ça, tout va pour toi.